Salut YouTube, voilà, j'ai mis la vidéo pour YouTube. Donc salut YouTube et bienvenue pour ce quatrième cours également, où on va rappeler un petit peu tout ce qu'on a vu dans les trois premiers cours de manière plus synthétique et puis faire directement des applications de ces choses-là. On n'a pas eu trop eu le temps les premiers cours parce que après ça fait des cours très longs et donc là aujourd'hui on va prendre un petit peu le temps justement de faire ceci. Alors, ce qu'on a vu, donc on a vu trois gros chapitres aujourd'hui, et avant de commencer, j'aimerais rappeler un petit peu pourquoi est-ce qu'on a vu ces chapitres, d'accord? Quels étaient les intérêts de ces chapitres? Pourquoi est-ce qu'on les a agencés comme ça? Donc, le premier bloc qu'on va rappeler aujourd'hui, hein, c'était un peu un bloc introductif à la mécanique des fluides, hein, MF, où là, je dirais l'intérêt, c'était vraiment de vous présenter des choses très importantes, comme les types d'écoulement, et puis des choses un peu mathématiques, un peu quelques maths dont on avait besoin justement dans les autres blocs qui vont suivre. Euh, quelques notions mathématiques de mouvement également, hein, la définition d'un mouvement d'une particule. Je vais rappeler un petit peu tout ça. C'était le premier bloc qu'on avait vu. Et on avait fini en fait par faire une application de ces concepts pour ce qu'on avait appelé le premier bilan, hein, qui était le bilan de masse. Et le bilan de masse, c'est un bilan qu'on utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un budget de la masse et c'est vraiment utilisé tout le temps en mécanique des fluides, en aéronautique, en spatial, absolument tout le temps. C'est fondamental, c'est le premier truc qu'on écrit dans plein de domaines. Le second cours que nous avons vu, c'était un cours où là on allait plutôt s'intéresser du coup euh, pardon, à la description des forces subies par un fluide. Donc là, on avait vu la masse, et là, par contre, on s'intéressait voilà, à ces notions de force, à la notion de viscosité, puisque c'est une force visqueuse, hein, il y a enfin, ce qu'on appelle une contrainte visqueuse plutôt, mais c'est comme une force qui s'exerçait sur nos particules, et notamment la notion, on le reverra, de fluide newtonien. Ou un fluide idéal qu'on avait appelé les équations de l'air. Et en fait, qu'est-ce que ça nous avait permis de faire, ces choses-là? Eh ben, ça nous avait permis d'écrire un bilan de quantité de mouvement qui est en fait comme qui est en fait un bilan de force. On pourrait appeler ça un bilan de force. Et vous voyez qu'en fait, on avait fini ce chapitre par écrire un bilan. Et c'est un deuxième bilan qu'on utilise tout le temps également, puisque là, on va s'intéresser aux forces qui s'exercent sur un fluide. Le troisième chapitre qu'on avait vu, c'était un chapitre basé sur la description de l'énergie, cette fois. C'est-à-dire qu'on essayait, par exemple, de trouver les puissances, cette fois. Donc là, on ne parle pas de force, mais vraiment de puissance, par exemple, d'une turbine, d'une pompe, nécessaire pour faire avancer un fluide. Et ça, c'est une troisième description, où là, donc, on est vraiment venu préciser la notion d'énergie. On avait écrit d'ailleurs des bilans d'énergie, hein, ça fait partie du chapitre, et on avait notamment parlé bien, du théorème de Bernoulli, qui est une simplification dans des hypothèses bien précises, bien, de l'équation d'énergie. Et ça, justement, on peut dire que c'est un bilan d'énergie, hein. En fait, Bernoulli, c'est juste un bilan de puissance, on pourrait dire, dont on parlera plutôt, nous, d'énergie mécanique, qui est en gros une énergie totale. Mais c'est pareil. Vous voyez, donc en fait, les finalités de chacun des chapitres, c'était d'écrire des bilans, je dirais, dont l'objectif est un petit peu différent. Dans le premier chapitre, on s'intéressait, voilà, à la masse, qu'est-ce qui se passe dans le fluide. C'est important de voir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des fuites ou pas. Le second, c'était plutôt sur les forces exercées, la pression notamment, la gravité, les contraintes visqueuses, le cisaillement, enfin toutes ces choses-là. Et puis la troisième partie, c'était plus sur les puissances. Donc c'était autre chose que l'on regardait, où là c'est des puissances mises en jeu par des pompes, des machines, des turbines, des pertes, etc. Et chacun de ces phénomènes qu'on veut quantifier, bien, est basé sur un bilan différent. Dans un cas, un bilan de masse, dans l'autre cas, un bilan de quantité de mouvement, et dans l'autre cas, un bilan d'énergie mécanique. Donc, je ne vais pas revenir évidemment. Donc, là, en fait, si vous voulez, on pourrait s'arrêter là sur les rappels de course. Si vous avez compris un peu cette roadmap, en fait, c'est super. Et on n'a pas besoin de vraiment de trop détailler. Évidemment,
on va faire des applications, donc j'ai besoin de vous sortir quelques formules quand même. J'ai besoin de sortir ces formules-là. Pourquoi? Bah tout simplement pour bah, que vous puissiez les utiliser dans des cas pratiques. Voilà. Donc ces équations, encore une fois, sont utilisées dans les plein de domaines, que ce soit le génie industriel, l'aéronautique, le médical, tout ce qui est la dispersion des polluants, la météo, la combustion, enfin plein de choses, l'automobile, vraiment dans partout c'est utilisé dès qu'il s'agit de faire des calculs de prédimensionnement notamment. Voilà, donc ça c'était pour la partie un petit peu je dirais introduction, et je vais maintenant rentrer, rappeler rapidement dans le détail ce qu'on avait vu pour chacune des parties. Donc ce qu'on avait fait en rappel, enfin ce qu'on avait vu pardon dans le premier chapitre, donc je vais vraiment donner les points clés en fait qu'il faut connaître hein, pour la suite. Donc quelques points clés. Donc le premier chapitre, qu'est-ce qu'on avait vu? Donc c'était quelques chapitres notamment de rappel et d'introduction. Tout d'abord on avait vu un truc important, c'est les types d'écoulement. Les types d'écoulement, donc on avait vu hein, les types d'écoulement, on avait pu les catégoriser. Donc on avait vu des écoulements qu'on disait donc pardon, on va pas commencer par celui-là, on va commencer par le premier, par l'écoulement incompressible. Un peu comme l'air, on avait vu, hein, donc air, par rapport hein, donc, à l'écoulement compressible. Excusez-moi, pardon, le compressible c'est l'air, et pardon, ici c'est l'eau, pardon. C'est l'eau qui est incompressible, hein, qui est très, enfin en tout cas qui est très faiblement compressible. On peut considérer ça incompressible. Qu'est-ce que ça veut dire en fait un écoulement incompressible? Ça veut dire en fait que ρ, la masse volumique, est une constante. En gros, vous pouvez pas trop bouger dans un certain volume, vous pouvez pas trop le déformer pour changer la masse ou des choses comme ça. Enfin, la masse peut pas trop se déformer, elle doit rester dans un volume à peu près équivalent. C'est ça la définition d'un truc finalement incompressible. On avait vu un second point, c'est l'écoulement stationnaire et un écoulement instationnaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? Prenez, moi ce que j'aime bien prendre quand j'explique cette notion à des élèves, la notion d'écoulement stationnaire, prenez un robinet qui coule dans un bain. Hein, vous prenez voilà, tranquillement, donc vous avez un robinet ici, et puis vous avez de l'eau qui coule dans ce robinet. Quand c'est stationnaire, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous vous placez en un point, ici, la variation dans le temps de n'importe quelle quantité, donc on va l'appeler ça ce point A, donc en A, est égal à 0. Ça ne veut pas dire évidemment que le fluide ne bouge pas, hein, le fluide il s'écoule, d'accord? Mais en un point, lorsqu'on regarde la variation dans le temps de ce qui s'y passe, ça bouge pas. Donc ça veut dire que la vitesse en ce point, par exemple, dans le temps est constante, en ce point. C'est très important la notion de en ce point, mais il y a quand même un mouvement du fluide global. Un stationnaire, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire eh bien, que n'importe quelle quantité phi, donc en un point donné, eh bien, varie dans le temps. Dernier point qu'on avait vu, c'était la notion de laminaire. Alors il y avait d'autres notions qu'on avait vues, mais je vais vraiment donner ici les principales, et turbulent. Alors qu'est-ce que c'est? Ben, un écoulement laminaire, c'est un écoulement finalement qui est assez tranquille. Hein, voilà, donc on a un écoulement, c'est bien droit, c'est lisse, c'est cool. Un écoulement turbulent, ça va être un truc avec des tourbillons, ça va être très compliqué. Voilà, c'est vraiment des structures d'écoulement très très différentes. Et qu'est-ce qui permettait de caractériser la différence entre un écoulement laminaire et un écoulement turbulent? Eh bien, c'était le nombre de Reynolds. Reynolds, qui est donc lié à la masse volumique, à la dimension du système. Par exemple, dans une canalisation, on va prendre le diamètre de la canalisation, une vitesse moyenne, hein, typique dans le domaine, et divisé par la viscosité. Hein, donc on avait dit que mu, c'était la viscosité. Donc avec par exemple, l'air a une très faible viscosité, alors que l'huile ou la glycérine ou le miel ont des très fortes viscosités. C'est une mesure, la viscosité finalement, de l'effort. Hein, en fait, la viscosité c'est quoi? C'est l'effort qu'il faut faire pour... En gros, vous avez un fluide qui adhère à la paroi et qui doit bouger dans ce sens-là.
bah, la viscosité va quantifier la difficulté à ce que le fluide bouge comme ceci. Donc si votre fluide n'est pas très visqueux, bah ça va bouger pépouze. Quand un fluide est visqueux, bah ça va coller, ça va être très difficile. Il va vraiment falloir donner un fort contraint, une forte énergie pour bouger justement ce fluide. C'est ça un peu la viscosité en fait. Voilà. Alors, le second point qu'on avait vu, c'était la description d'un mouvement. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que l'écoulement stationnaire, c'était un écoulement où lorsqu'on se mettait à un point, eh bien la variation dans le temps était égale à 0. Mais évidemment, le fluide bouge. Pour quantifier la manière dont ce fluide bouge dans le temps, dans le mouvement global, eh bien on va définir un opérateur dédroit, hein, donc à ne pas confondre ici avec le déron, ce n'est pas fixé, c'est vraiment ici la variation dans l'ensemble du mouvement de la quantité phi et temporelle. On l'avait défini comment? On l'avait défini comme la variation de phi en un certain point. Donc là, on est vraiment, comme tout à l'heure, dans le point, et plus en fait un terme qu'on avait écrit, la vitesse scalaire, le gradient de phi. Donc, qu'est-ce que c'est que le gradient de phi? D'accord, bah, c'est tout simplement des phi petit, donc phi x sur dx, ex, plus des phi y. En gros, c'est la variation de la composante de phi. Alors parfois, il n'y en a qu'une seule. Hein. Par exemple, pour ρ, c'est facile. Hein. Pour un vecteur, c'est un peu plus délicat. Mais en gros, c'est la variation de la composante selon une direction d'un vecteur. Et on fait ça 3 fois. Voilà. Donc ça, c'était la notion de gradient. C'est une variation. D'accord? Donc ça, je rappelle, ça c'est l'opérateur gradient. C'est des maths, c'est pas très intéressant. On verra tout à l'heure comment on peut l'exprimer de manière complète. Je vous montrerai ça, ça sera peut-être un petit peu plus clair. Et donc, on avait déduit de cette description du mouvement ce qu'on avait appelé le bilan de masse. Vous voyez comment on arrive hein, vraiment voilà, à aller de trucs très général à quelque chose d'assez précis. Le bilan de masse, c'était quoi? Eh bien, c'était que 0 égale, hein, en fait, il n'y a pas de variation de masse dans le temps, globalement. Si on prend tout un volume, c'est égal à 0. Il n'y a pas de fuite. C'était tout simplement la dérivée dans le temps de la masse volumique plus, eh bien, V. Alors, en vrai, on l'écrit plutôt d'ailleurs comme ceci. Plus, donc, le gradient du produit ρV. Pardon, la divergence du produit ρV. Et ça, c'est égal à 0. Voilà. Voilà, donc ça c'est. Vous voyez, il y a pas de point, là il y a un point. Ça par contre c'est ce qu'on appelle la divergence. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. La divergence c'est un petit peu plus facile que le gradient, vous allez voir. Voilà. Donc c'était ce qu'on avait vu hein, dans ce premier chapitre. Je regarde si j'ai rien oublié parce que moi j'ai pris mes notes évidemment. Hein, je n'ai pas trop regardé ce que j'ai écrit, mais je crois que normalement je n'ai pas dit n'importe quoi. Parce qu'en plus j'ai des séances. Voilà, alors oui, j'avais parlé de ceci, mais ça, j'en parle pas. Ok. Donc, j'avais quand même noté dans mes rappels de cours que je vous avais. En fait, j'ai écrit comment est-ce qu'on écrivait justement ce terme divergence. Parce que c'est pas forcément un terme qui est très facile. En fait, c'est un terme tout con. Si vous prenez une vitesse qui a trois composantes U, V, W, euh, la divergence, donc si on prend V de coordonnées U, V, W, comment s'écrit cette divergence? Ça va en fait s'écrire comme une somme de trois composantes. Ça va être d rond ρu sur d rond x plus d rond v sur d rond y plus d rho w sur dz. Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'écrit hein, si on prend
V, voilà, un vecteur de coordonnées U selon X, V selon Y et W selon Z, eh bien ça s'écrit comme ça. C'est un opérateur mathématique. Vous allez voir, dans beaucoup des cas, on va le simplifier, il n'y aura pas de problème. Donc voilà pour ce premier rappel. Second rappel, le premier était le plus long, les autres vont aller assez vite. Le second rappel, c'était les bilans, enfin l'équation permettant de calculer les forces. Les forces, on les avait dénombrées, ces forces-là. On avait vu les forces liées à la gravité, les forces liées à la pression, et puis les forces justement liées à ce frottement, à cette viscosité, à cette contrainte. Et on avait rentré ça dans un truc qu'on avait appelé un tenseur des contraintes. C'est un gros tableau qui reprend ces contraintes. De manière générale, on avait exprimé le bilan de force, hein, on pourrait dire. C'est un bilan de force en fait, comme quoi on avait écrit donc ceci. Donc cette fois, on va s'intéresser à la vitesse, non plus à la masse volumique, mais à la vitesse, à la variation de cette vitesse. C'est tout simplement ρg lié à la gravité moins un terme lié à la pression, qui est le gradient de P. Donc gradient de P, ça s'écrit d rond P sur d rond X selon X, plus d rond P sur d rond Y selon Y, plus d rond P sur d rond Z selon Z, si ça vous intéresse, plus donc un terme qu'on avait noté divergence d'un tenseur qui était tau. Ça, c'est un tenseur, c'est-à-dire c'est un tableau avec des valeurs. C'est pas super intéressant là, mais ça, on peut l'écrire, ce terme-là. Comment est-ce qu'on peut l'écrire? On va simplement l'écrire. Alors, ça, c'est la forme générale. On peut l'écrire sous la forme d'un indice petit i, mais ça, j'y reviendrai un peu après. C'est pas très intéressant ici. Ce qui est intéressant, c'est d'être capable d'exprimer tau. Là, c'est très général cette équation, et nous, on a vu deux modèles pour exprimer tau. Le premier modèle qu'on a vu, donc comment exprimer tau. Comment exprimer tau. Le premier modèle qu'on a vu, c'était le modèle d'Euler. Et le modèle d'Euler, il dit que tau égale 0. Alors déjà, ça dégage, et qu'est-ce qui va nous rester? Il va tout simplement nous rester la même équation que tout à l'heure, mais cette fois, sans le terme tau. D'accord? La seconde équation, le second modèle, c'est le modèle de Newton. En fait, Newton, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous donne une expression pour tau. D'accord? Newton, ça nous donne une expression pour tau. Je ne vais pas la réécrire, cette expression, elle est dans le cours. Mais ce qu'on peut montrer, c'est que l'équation, cette fois, devient la suivante. Rho dv sur dt égale ρg moins le gradient de la pression plus la viscosité fois un terme que je vais expliciter juste après, qui s'appelle un Laplacien. C'est encore une fois des mathématiques, mais vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre à quoi ça correspond ce terme quand je vais l'écrire sous forme plus simple. Plus un terme qui s'écrit mu sur 3, comme ça. Divergence de V. On va se dire, putain, qu'est-ce que c'est que ce beans? Ça, c'est ce qu'on appelle l'équation de Navier-Stokes. Dans sa forme la plus compacte. Alors, en pratique, cette équation n'est pas résolvable. Tout simplement, cette équation ne peut pas être résolue, hein, c'est un problème du millénaire, et donc déjà, on peut essayer de simplifier son expression, par exemple, dans le cas d'un écoulement incompressible. Si on prend un écoulement incompressible, si incompressible, qu'est-ce que ça devient? En fait, on peut montrer que le dernier terme est égal à 0. C'est-à-dire qu'on va avoir une expression plus sympa. Alors vous allez me dire, putain, je comprends toujours rien à ce que ça veut dire cette expression. Encore une fois, n'oubliez pas que ce sont des notations mathématiques pour éviter d'alourdir l'écriture. Dans ce cas-là, vous avez cette équation. Je vais vous écrire, donc V c'est un vecteur. V c'est un vecteur de composante UVW. Ok, donc U selon X, V selon Y, W selon Z. Cette équation, comme on peut le voir, est une équation vectorielle, c'est-à-dire qu'il faut la projeter
sur chacun des directions pour obtenir une équation scalaire. Un vecteur, c'est 3 composantes. Si vous n'en voulez qu'une, vous allez regarder ce qui se passe selon la direction de la composante qui vous intéresse. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si je prends mon équation, ici, donc l'équation en rouge, hein, on va prendre celle-ci, et que je l'écris selon la direction x. Et vous allez voir que déjà, en écrivant cette équation sous la direction x, c'est beaucoup plus sympa. Selon x. Ça nous donne ρ. Donc, les vecteurs maintenant sont remplacés, en fait, lorsqu'on projette selon x, ils sont remplacés selon leur composante, selon la direction x. Je rappelle que v, c'est un vecteur de coordonnées u, v, w. Donc u selon x, v selon y, w selon z. Donc selon x, on va remplacer simplement v par sa composante selon x, c'est-à-dire ici petit u. Donc on va avoir ρ du sur dt égale quoi? Égale ρ. G, c'est la gravité. C'est vrai que très souvent, la gravité est prise vers le bas et en général, l'axe vers le bas, c'est l'axe des Z. C'est assez classique, ça jusqu'à il n'y a pas de problème. Mais ça peut arriver que la gravité, selon des configurations un peu pétées, est une composante selon un autre axe, qu'on va appeler G indice petit x. C'est la composante de la gravité selon x. S'il n'y a pas de gravité selon x, ce terme fait 0. Le gradient de P. Donc je prends le terme gradient de P, là ce delta P, je vous ai dit que delta P, c'est quoi? Lorsque sous sa forme complètement générale, c'est dp sur dx sur la direction x, plus dp dy sur la direction y, plus dp sur dz sur la direction z. C'est donc un vecteur de composantes, d rond p sur d rond x, d rond p sur d rond y, d rond p sur d rond z. Je prends la composante donc x de ce vecteur, c'est donc ici ce terme-là. Et je le remplace bêtement, moins la variation de la pression selon x. Il reste le terme, du coup, le fameux terme en le triangle à l'envers, là, carré V. Ce terme-là, en fait, on peut l'écrire sous une forme compacte, comme ceci. On va dire alors ça, c'est un terme qui est assez dégueulasse à écrire, parce qu'en fait, ce terme-là, c'est un tableau de taille 9. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ce terme-là, on peut l'écrire complètement. Je vais le faire une seule fois pour vous montrer en fait comment il se construit ce tableau. Et donc la première ligne, c'est la composante selon x, la seconde ligne, c'est la composante selon y, et la troisième ligne, c'est la composante selon z. Donc nous, on va s'intéresser qu'à la composante selon x, t'as compris. La première ligne, ça va être ceci. Ceci. Donc d rond 2, donc d carré u sur dx carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, en fait, on cherche la variation de la variation de la vitesse. Là, c'est la variation 2 fois. Donc ça, c'est la composante selon x. La composante selon y maintenant. Alors on peut montrer que c'est d rond carré v sur dx2 plus d rond carré v sur d rond y2 plus d rond carré v sur d rond z2. La composante selon z, ça sera d rond carré w sur d rond x carré plus d rond carré w sur d rond y2 plus d rond carré w sur d rond z2. Bon, c'est un petit peu chiant à écrire, vous avez compris, mais nous, ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est la composante selon x. Pourquoi? Parce que je projette selon x. Donc je vais avoir plus mu d rond carré u, voilà, plus d rond carré u, donc plus la variation selon y, mais appliquée 2 fois. Et voilà. Donc vous voyez qu'en fait, on a une équation très globale, et on peut l'écrire de manière beaucoup plus sympa, cette équation, et donc aboutir en fait à cette expression. Voilà, c'est comme ça que ça s'écrit. Je peux pas dire autrement. C'est un petit peu compliqué, mais on va simplifier, on va faire des exercices et vous allez voir.
Donc cette équation, c'est souvent celle qu'on va utiliser. Donc vous avez compris la projection selon x, la projection selon y, ça sera ρ dv sur dt égale ρ gy moins dp sur dy plus mu d rond carré v sur dx2 plus d rond carré v sur d rond y2 plus d rond carré v sur d rond z2. Voilà, et vous faites ça pareil pour z et vous avez compris. C'est dans des cas très très rares qu'on va vraiment utiliser ces équations parce que même en pratique, c'est un petit peu dégueulasse. Ces équations sont néanmoins celles qui sont codées dans les codes de calcul de mécanique des fluides numériques. D'accord? Donc, n'hésitez pas à noter cette formule par exemple selon x pour vous en souvenir. Mais voilà, c'est la forme compacte, hein, c'est celle qu'on retient et après sur laquelle on va travailler. Le dernier point que nous avions vu ensemble lors de la mécanique du fluide, c'était le calcul des puissances. Pour calculer des puissances, on avait vu un théorème très simple qui suppose quand même que on est donc en écoulement stationnaire en incompressible et que le fluide est idéal. Qu'est-ce que ça veut dire, le fluide idéal? Ça veut dire que les contraintes qu'on a vues tout à l'heure sont égales à 0. Sous ces hypothèses, on avait vu que la variation, donc ça c'est ce qu'on appelle une variation, de la pression sur la masse volumique plus la vitesse au carré divisé par 2 plus Gz, donc G la gravité, Z altitude, est égale à trois choses. Un travail théorique, c'est-à-dire un travail théorique fourni par une pompe ou une turbine, moins, donc en gros ça veut dire quoi si on s'arrête juste là? Ça veut dire qu'il faut une pompe pour amener une énergie, une variation d'énergie en fait. Un P sur O plus V carré sur 2 plus G, c'est ce qu'on appelle une énergie mécanique totale. Ben, cette variation d'énergie, pour amener le fluide un petit peu en avant, il faut une pompe. Moins quoi? Qu'est-ce qui va empêcher cette variation d'énergie? Eh ben des pertes. Des pertes dans le tuyau par frottement par exemple. Des pertes par frottement. Moins par exemple ES qui va être de nouvelles pertes qui sont attribuées à des singularités. C'est-à-dire, par exemple, on va avoir des coudes, on va avoir des choses un petit peu bizarres dans les tuyaux. Donc, qu'est-ce que c'est une singularité? Par exemple, ça va être un élargissement brusque, un rétrécissement brusque, un tuyau comme ça, un tuyau qui fait des machins bizarres. Tout ça, il y a des tables qui nous permettent de calculer justement ces pertes-là. EF, c'est une perte par frottement qu'on peut trouver à partir d'un diagramme qui s'appelle le diagramme de Moody. Et tout à l'heure, on va faire un exemple pour vous montrer comment ça marche. Voilà, donc ça, c'était des rappels. Ça a pris, je pense, une petite demi-heure, si je dis pas de conneries. Voilà, c'est costaud, hein, encore une fois. Il y a des vidéos d'1 h 30 pour chacune de ces parties qui expliquent tout, mais si vous avez retenu Navier-Stokes, Bernoulli et ce que c'est un bilan de masse, ça sera super pour la suite. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va passer à des exercices pour justement appliquer ces choses-là. C'est vraiment très important d'appliquer pour comprendre qu'est-ce qu'on fait. Donc, on a fait 3 chapitres. Donc, un chapitre bilan de masse, un chapitre Navier-Stokes, on va dire, et un chapitre énergie. Je vais essayer de vous faire un exercice d'application pour chacun des chapitres pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça marche. Alors, on va commencer par un petit exercice. Alors, je vais volontairement pas faire des exos très compliqués parce que ça sert à rien de faire des exos trop compliqués pour commencer. On va simplement nous chillax un petit peu et regarder un exo tout bête. Voilà, on nous dit. On commence vraiment tranquillement, d'accord? Donc là, c'est les applications du chapitre 1. Ok? Donc on va considérer un jet stationnaire en 2 dimensions, incompressible, qui impacte une plaque.
Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc on va avoir une plaque, comme ceci, qui va être placée en x égale à... Enfin, donc on a une plaque, par exemple ici, un axe y, et on se met en 0. L'axe x est ici. On a un G qui vient taper cette plaque, comme ceci. Voilà. Donc, quelque chose qui se passe d'important, c'est qu'au centre en fait de cette plaque ici, donc si on coupe un petit peu en deux, en fait, les lignes de fluide vont avoir tendance à taper la plaque et s'étaler. Et donc, il y a un petit point qu'on va appeler un point ici, O justement. On va être capable de mesurer la composante de la vitesse. D'accord? Qu'est-ce que c'est que cette composante? Donc, composante verticale, donc c'est U de X et de Y. Donc on a vraiment la vitesse proche de 0. C'est pas en 0, c'est pas en haut, c'est proche. C'est quoi? C'est U0 X sur petit l. Où L, en gros, c'est la distance entre le début du G et la plaque. Ok, donc, et U0, c'est la vitesse à laquelle arrive l'écoulement. Voilà. La première question qu'on nous demande, c'est de déterminer, petit 1, déterminer le champ de vitesse V. Alors comment il va s'écrire V? Il va s'écrire comme composante U, petit v. Nous, on a déjà la composante U qui est donnée. Trouvons la composante V. C'est un peu ça en fait l'objectif parce que U elle est déjà donnée la composante. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vous ai dit, c'est l'application du chapitre 1. Chapitre 1, on a vu une seule équation, c'est le bilan de masse. On va écrire le bilan de masse pour cet écoulement et voir qu'est-ce qui se passe. D'accord? Donc, écrivons le bilan de masse. De toute façon, dans 95% des cas, il faut commencer par écrire un bilan de masse. Qu'est-ce qu'il nous dit bilan de masse? Il nous dit, je réécris vraiment texto le cours, dρ sur dt, plus donc un petit terme ici que je vais préciser juste après, qui est donc une divergence, est égal à 0. D'accord? Voilà, ça c'est le bilan de masse. Maintenant, il faut le simplifier ce bilan de masse et essayer de comprendre, eh bien, qu'est-ce qu'on peut simplifier. On voit dans l'énoncé que l'écoulement est stationnaire. Stationnaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dérivées en forme de rond par rapport au temps sont égales à 0. Donc déjà ce terme ici est égal à 0, c'est super. Déjà j'ai viré ce terme que je ne connais pas. Maintenant il nous reste l'autre terme. Alors, comment est-ce qu'on peut se démerder avec ce terme? Il faut l'écrire ce terme pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est quoi en fait ce terme-là? Comment est-ce qu'on peut l'écrire mathématiquement? Donc là c'est une petite parenthèse, on va le faire une seule fois. Ce terme-là, ça peut s'écrire comment? Eh bien, ça va s'écrire de la forme suivante. La dérivée de ρu par rapport à x plus la dérivée de ρv par rapport à y plus la dérivée de ρw par rapport à z. Bon, déjà, on nous a dit qu'on était 2D. Donc la composante z n'existe pas. C'est un bon début. Il nous reste du coup deux termes, hein, d rond ρu, d rond x, plus d rond ρvy, machin. On n'a pas utilisé le fait que l'écoulement est incompressible. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un écoulement est incompressible? D'après le cours, ça veut dire que ρ est une constante. Eh bien, on se dit que si la vitesse varie d'une certaine manière, et qu'on prend deux fois la vitesse, ça va varier, en fait, quasiment de la même manière à un facteur de près. Et ce qu'on est capable de faire en mathématiques, c'est quand on a la variation d'une constante fois une fonction, on peut sortir la constante de la variation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ρ est une constante, donc on peut écrire d rond ρu sur d rond x, on peut l'écrire comme ρ, on le sort,
du sur dx. Là, c'est des maths premières. Donc, ça, c'est cool parce que on peut sortir ρ pour les deux termes. Hein, pour u d rond v rho u sur d rond x et d rho v sur d rond y. Et qu'est-ce qui va nous rester à la fin? Eh bien, il va nous rester ρ du sur dx plus ρ dv sur dy égale 0. Mais ρ n'est pas égal à 0. On peut donc le simplifier. Hein, ça se simplifie par ρ. Et il nous reste du coup notre expression du sur dx plus dv sur dy égale à 0. Ok? Voilà, donc ça c'est super important, ce qu'on vient de déterminer ici. C'est un champ, c'est une expression qui fait lier les vitesses, mais on n'a pas fini. En effet, on sait que u de xy s'écrit u0 x sur L, et on a la dérivée hein, de u par rapport à x. Donc du, alors je vais gommer un petit peu. Du sur dx, donc c'est la dérivée de par rapport à x de ce terme-là. Bah en fait, alors là c'est des formules de première, hein. La dérivée lorsqu'on a un truc fois x, hein, en fait ça fait directement u0 sur L. Ça c'est des formules de première, j'ai pas fait le rappel, mais je vous invite à aller voir les formules dérivées. Après là l'idée c'est pas trop de faire des maths de malade, c'est juste de voir un peu la méthodologie, de voir je dirais le principe, parce qu'après vous avez des calculs formels qui vous font ces calculs-là pour vous, mais il faut les mettre en œuvre. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a que u0 sur L plus dv sur dy égale à 0. Donc on peut écrire que dv sur dy c'est égal à moins u0 sur L. Bon, là on est emmerdé parce que on a une dérivée et égale à une constante. Cependant, cette dérivée, d rond v sur d rond y, elle est opérée à x fixé. Ça veut donc potentiellement dire que il existe v dépend de x. C'est tout à fait possible. Et donc lorsqu'on va faire ce qu'on appelle une opération d'intégration, c'est-à-dire qu'on va remplacer la dérivée, on va la sortir, eh bien, ça on peut montrer qu'il va nous rester v de y et de x, bien sûr, regardez. Si je fais la même chose que sur u, si je dérive cette expression par rapport à y, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens bien moins u0 sur L, puisque le y s'en va. Ça, c'est cool. Par contre, je vous ai dit que ça pouvait aussi dépendre de x, d'une fonction de x. Et évidemment, si on dérive une fonction de x par y, c'est-à-dire on a un truc qui dépend que de x, et on cherche comment ça varie par rapport à y, ça fait 0. Et bien donc, il existe une fonction de x, f de x, qu'on va maintenant déterminer. Comment fait-on? Eh bien, il faut utiliser ce qu'on sait dans l'énoncé. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons v xy égale moins u0 sur ly plus f de x. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter que en x égale à 0, donc en y égale à 0, on est sur la paroi. La composante selon y au niveau de la paroi, d'accord? La composante selon y, le fluide il va pas transpercer la plaque. Donc cette composante est égale à 0. Donc la composante de la vitesse à la paroi est égale à 0. Remplaçons y égale à 0 par l'expression qu'on avait juste avant. Nous avons v de x y égale à 0
c'est égal à, le premier terme fait 0, parce qu'on a y est égal à 0, donc il reste f de x égale 0. Et ça, c'est vrai quel que soit x. J'ai pas fait d'hypothèse sur x, donc pour tout x, la fonction de x est égale à 0. Et donc, effectivement, la fonction finale, donc v de xy, en fait, ça s'écrit simplement moins u0 sur L y, il n'y a plus de f de x, et on peut donc écrire, pour répondre à la question posée, le champ de vitesse totale. Et bien il va s'écrire comment? Il va s'écrire de la forme suivante. Selon x, il va s'écrire u0 x sur L direction x, moins u0 sur L y selon la direction EY, puisque v de xy, c'était la composante verticale, donc selon y, de la vitesse. Donc voilà un exemple je dirais de mécanique des fluides du chapitre 1 qu'on peut utiliser, où là on va justement déterminer des vitesses. On peut aller un petit peu plus loin sur cet exercice en calculant autre chose. On peut maintenant calculer l'accélération. On peut calculer l'accélération d'une particule. Ça, c'est la question numéro 2. Alors là, c'est un peu... Franchement, c'est la partie Bécaflu que j'aime le moins parce qu'il y a pas mal de maths. Et malheureusement, je peux pas faire un cours sur les dérivés, mais j'espère que vous avez juste compris ici le principe d'écrire un bilan de masse, de simplifier le bilan de masse, et en manipulant mathématiquement des choses, on trouve la réponse. Donc je rappelle l'expression de la vitesse obtenue. Donc le vecteur v s'écrit u0 x sur L ex moins u0 y sur L ey. Super. Question 2. Trouver l'accélération de la particule. Ah. D'une particule de fluide n'importe où. Ah. Eh bien, reprenons l'expression de l'accélération. L'accélération d'une particule, c'est quoi? C'est la variation de la vitesse de la particule par rapport au temps. Un facteur, voilà, un facteur rho près d'ailleurs, hein, en réalité, c'est plutôt comme ceci. Hein. Il y a un rho qui est devant, mais bon. Voilà. D'ailleurs, non, l'accélération, c'est simplement la dérivée de la vitesse, pardon, excusez-moi. Oups, pardon. Donc, on reprend notre cours. On a vu une formule dans le cours qui nous relie la dérivée droite, le des droits d'une quantité phi donnée dans le temps par rapport aux quantités au sein de l'écoulement, c'est ce qui nous intéresse. On écrit la définition de la dérivée matérielle, c'est dv sur dt à un point A fixé dans le domaine, par exemple ici, je m'en fous, pourquoi pas, plus v et c'était scalaire. C'est ça en fait la définition. C'était v scalaire divergence de phi. Et oui, parce que c'était un dφ sur dt plus v scalaire divergence de phi. Bah la phi maintenant c'est v, très bien. Donc on remplace phi par v, super. Qu'est-ce que ça nous donne? Écoulement stationnaire, la dérivée ici est égale à 0. Et on va maintenant préciser eh bien, ce terme-là. Ok? Donc je vais m'intéresser. Donc ici j'ai un vecteur. Je vais donc écrire le terme d'accélération selon x, le terme d'accélération selon y pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que ça donne. Donc on y va. L'accélération selon x. Donc je projette maintenant selon x. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner, cette chose-là?
C'est une bonne question. Il nous faut d'abord calculer cet opérateur ici. Ah, donc on va avoir en fait la composante selon x de ce truc-là. Ne vous amusez pas à foutre le EX devant, je sais pas quoi. Non, on va d'abord voir qu'est-ce que c'est V scalaire. Je vais y arriver. Divergence de V. Alors, on y va. V. Alors, on est en 2D, on se fait pas chier, c'est facile. V, c'est quoi? C'est donc, on va le remplacer ce truc-là par UV. Et c'est un produit scalaire qui est fait donc avec un truc qui s'appelle la divergence de V. Et la divergence de V, qu'est-ce que c'est? C'est un vecteur qui a pour composante ceci. du sur dx plus du sur dy, dv sur dx plus dv sur dy. Et donc la composante selon x, c'est quoi? C'est ça. Ça, c'est la composante selon x. Enfin, autant pour moi, c'est ça en fait, la composante selon x. C'est le vecteur scalaire, toute la composante selon x. Et donc, la composante de ce truc-là selon x, c'est quoi? Bah, c'est en fait u du sur dx plus v du sur dy. Alors, on peut s'en convaincre, ce truc-là, en écrivant la chose suivante. Si ça vous intéresse, on peut faire une démo plus complète, mais je trouve que c'est un petit peu pénible. Mais en fait, vous pouvez simplement remplacer v par les coordonnées x et y, et vous faites le produit scalaire, et vous allez tomber sur ce résultat-là. Donc c'est la composante selon x de ce truc-là. Et ça nous donne ceci. La composante selon y sera u dv sur dx plus v dv sur dy. Du coup, la composante selon x, c'est ça. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, en fait, ça, on va le calculer rapidement. U sur y. U, c'était u0x sur L, donc ça ne dépend pas de y, ça simplifie, c'est super. Et il va rester simplement u fois du sur dx. Et ça, on peut montrer rapidement que ça fait un u0 sur L au carré selon x. De même, on peut écrire AY comme V scalaire gradient de V, divergence de V EY. Donc là, on prend l'autre composante. Ça fait U dv sur dx plus V dv sur dy. Là, pareil, on fait quelques calculs et cette fois, ça va nous faire un U0 carré sur L Y. Voilà, donc là, on a calculé des composantes d'accélération à l'aide des formules du cours. Encore une fois, je sais, c'est un petit peu des formules pénibles, mais il faut un petit peu les manipuler, ces formules, pour comprendre. Voilà. Donc voilà pour cet exercice de type pour illustrer le chapitre 1. Alors je vois que le temps tourne malheureusement, et je vais donc essayer assez rapidement de vous illustrer le chapitre 2 simplement en mettant en équation. D'accord, on va pas résoudre, on va simplement mettre en équation un écoulement pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Ensuite, je passerai à la partie 3 qui est beaucoup plus claire pour moi, beaucoup plus physique. Mais là, évidemment, c'est des équations, c'est un petit peu casse-pied, mais c'est important de savoir les poser parce qu'après, encore une fois, vous donnez ça à manger à un solveur, pardon, et il vous le calcule comme un grand. Application du chapitre 2. On considère maintenant un fluide visqueux. Initialement au repos, situé sur une plaque en y égale à 0. Donc en fait, on a une plaque. On a un fluide visqueux sur cette plaque. Cette plaque va être mise en mouvement à une vitesse grand U. Donc on a un fluide qui est sur cette plaque qui est en mise en mouvement en vitesse grand U. Donc c'est une plaque
de mouvement U, constant, selon X. L'écoulement, on nous dit, est laminaire, 2D et stationnaire. On nous dit que le fluide est newtonien, incompressible. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut tout d'abord écrire. Donc on va chercher l'équation, d'accord, l'équation que vérifie la vitesse d'un fluide en tout point du domaine. Le premier truc que nous écrivons, je vous le rappelle, c'est le bilan de masse. Je le réécris sous la forme qu'on connaît. Plus divergence de ρ v est égal à 0. Et là, en fait, on est exactement dans le même cas que tout à l'heure. Donc je vous rappelle le terme écoulement stationnaire. Ce terme-là dégage. Et en fait, écoulement incompressible, en fait, le ρ, on peut le sortir. Et il va nous rester simplement, comme tout à l'heure, hein, donc vous refaites la démo, du sur dx plus dv sur dy est égal à 0. C'est la même équation que tout à l'heure. Là, on n'a pas d'informations sur u, on n'a pas d'informations sur v qui sont les composants de la vitesse. On est emmerdé. On ne peut rien dire. On a besoin, pour aller plus loin, d'écrire Navier-Stokes. Navier-Stokes, on a écrit tout à l'heure. Navier-Stokes, on l'a écrit pour les hypothèses d'un écoulement incompressible newtonien. On l'a écrit sous une forme compacte. On va maintenant aller un petit peu, on va essayer d'exprimer cette forme compacte telle que je l'ai écrit pour aller pour résoudre l'exercice. La forme compacte que j'avais écrite, c'était ρ dv sur dt égale ρg moins gradient de p plus mu laplacien de v. Il y avait un terme en plus, mais comme on est incompressible, ce terme dégage. Je vais maintenant écrire en fait cette équation selon la direction x et voir ce qui se passe. Selon X, c'est ce qui se passe. Donc là, c'est un vrai problème assez classique. On remplace du coup on remplace donc, comme j'ai expliqué dans le cours tout à l'heure, la composante V, enfin V par sa composante selon X. Il vient quoi? Rho du sur dt, très bien. Bon, la gravité selon X, on s'en bat un peu les couilles. Hein. La gravité, elle est selon Y. Si on veut la supposer, mais on va pas la supposer hein, globalement. Enfin, si on peut la supposer, pardon, mais là selon x, il n'y a pas de gravité, donc 0. Moins dp sur dx, ça, on sait, c'est le gradient de la pression. Et plus mu laplacien de v, et ça, on sait qu'on peut l'écrire comme ceci. du sur dx carré plus du sur dy carré. Ok. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette équation? Pas grand chose. Hein. Cette équation, elle est franchement un peu dégueulasse. On va essayer, je dirais, de la simplifier un petit peu cette équation et voir ce qui se passe. Déjà, bon. Globalement, ce qu'on constate, c'est qu'on a une plaque qui se déplace selon x.
on s'attend du coup à ce que le mouvement soit selon uniquement x, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de composante verticale. Donc c'est-à-dire en fait que la composante verticale, on va la prendre égale à 0. Vous voyez déjà là, on est bloqué, on peut rien faire, il nous faut des hypothèses. On va dire que la composante verticale V, donc V qui a pour coordonnée UV, en fait ça va s'écrire U0. Il n'y a pas de composante verticale. Super. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, si on reprend l'équation du bilan de masse, tout à l'heure, on a écrit dans le bilan de masse que du sur dx plus dv sur dy est égal à 0. C'était le bilan de masse. V est égal à 0. Il vient donc que ce terme-là disparaît. Ce qui reste que la variation de u selon x est égale à 0. Donc, si u ne varie pas selon x, bah, si on recherche la variation de ce truc-là à nouveau, donc le d carré u sur dx carré, ça fait toujours 0. Ce terme-là va donc disparaître. On va supposer que la pression est uniforme partout. D'accord? Supposons que P, c'est P atmosphère partout. Il n'y a pas de variation de pression dans le domaine. Si la pression ne varie pas, il n'y a pas de raison dans le domaine, hein, il n'y a aucune variation de pression. On va supposer que tout est à peu près à la même pression tout le temps. Ce terme-là dégage. Je veux dire, ah, frérot, t'en fais des simplifications, mais je suis obligé. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ρ du sur dt plus mu, pardon, est égal à mu d carré u sur dy carré. Bon, comment conclure? Et bien on va conclure la chose suivante. Si on écrit maintenant, parce que moi j'aime pas travailler avec des dérivées droites, je vais travailler avec les dérivées rondes. Hein, donc je vais réécrire ρ du sur dt à partir de l'expression de la dérivée particulière. Et ça, on sait qu'on peut l'écrire ρ du sur dt plus u du sur dx plus v du sur dy. Plus v du sur dy. Or, qu'est-ce qu'on constate? V est égal à 0. La composante verticale, donc ce terme-là dégage parce qu'il y a un V, mais aussi du sur dx est égal à 0 d'après cette équation-là. Il ne reste donc que ça. Et donc finalement l'équation finale est la suivante. Alors, qu'est-ce que ça nous informe? En fait, ça nous informe ici que cette équation, elle ressemble très fortement à des équations de la chaleur. Hein. Dans les transferts thermiques, notamment dans la conduction, cette équation, c'est une équation de la chaleur, c'est aussi une équation d'onde, appelée équation de d'Alembert. Il y a beaucoup de problèmes physiques sur lesquels reposent ces équations. Ces équations, on sait comment les résoudre de manière théorique, mais aussi de manière numérique. Donc on va foutre ça à manger à un solver, et il va nous cracher la solution. Je peux vous la donner si ça vous intéresse. C'est pas forcément super intéressant, mais ça peut valoir le coup si ça vous intéresse. Donc en fait, ça vous donnez un solver ou vous le résolvez à la main, ça se fait à la main, ça prend quelques lignes, c'est un petit peu chiant, mais c'est des équations classiques de la mécanique, des ondes. Vous voyez comme on arrive à retrouver des problèmes physiques un peu similaires dans d'autres domaines, cette équation se résout et on peut démontrer que cette équation va s'écrire sous la forme suivante, U voilà. Bon, c'est super, ça donne pas grand chose. U de eta sur grand U, qui est la vitesse de déplacement de la plaque, est égal à 1 moins RF, qui est la fonction erreur, eta. On va dire, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? En fait, on remplace le problème par un autre problème caractérisé par une nouvelle variable qui s'appelle eta, si ça vous intéresse, avec eta qui se définit, hein, elle est définie comme y sur racine, si ça vous intéresse, de t fois nu, voilà, c'est super. C'est des choses, on peut la trouver cette variable état. On verra comment dans la partie couche limite analyse dimensionnelle dans le prochain cours. Et RF, c'est une fonction qui est définie comme une intégrale de ceci. Donc RF de eta, c'est l'intégrale de 0 à eta. Après, c'est des maths, franchement, c'est pas super intéressant. Ce qui est très intéressant par contre, c'est qu'on a des valeurs numériques de cette fonction et on peut trouver des choses. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas très intéressant. Mais même il y a un 2 d'ailleurs qui doit traîner par là. C'est pas super intéressant.
Mais si ça vous intéresse, voilà. Bon, d'ailleurs, c'est juste n état carré. C'est bon. C'est des maths, c'est chiant, c'est pas très intéressant. Je vais simplement passer les 10 dernières minutes pour vous montrer maintenant un problème beaucoup plus simple, industriel, lié, euh, euh, je vais y arriver, lié au problème de pompe. Donc l'application va être assez, assez simple. Si je retrouve le... C'est celui-là. Alors j'ai pas trop suivi le stream, je pense que les gens sont cuits après ces cours. Voilà, c'est assez dense, même les exercices, hein. Mais vous inquiétez pas, là on va vraiment attaquer, je dirais, des choses beaucoup plus faciles à partir de maintenant, mais il fallait faire des fondements théoriques un peu compliqués. Et voyez, en fait, avec un peu de maths, c'est chiant, mais si vous avez compris la démarche, bilan de masse, bilan de quantité de mouvement, c'est super. Le dernier exercice que nous allons voir pour terminer ce cours est un exercice d'application du chapitre 3, c'est-à-dire les exercices basés sur le théorème de Bernoulli. On va regarder ici ce qui se passe dans le cas d'une géothermie. Là, on est sur un problème vraiment industriel. On a une couche avec de l'eau, couche d'eau, située en profondeur. On va noter un point de cette couche-là, 1. On a un puits qui a été creusé où l'eau remonte et arrive ici dans une pompe. Il faut une pompe pour amener l'eau qui est très profonde. Derrière la pompe, on va noter 2. Et globalement, on va ne s'intéresser qu'à ces grandeurs-là. En fait, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer cette eau, on va la placer dans un échangeur et on va l'injecter au sol. Et ça, c'est ce qu'on appelle le chauffage au sol. Bon, ben, mettons, vous avez une maison. Vous avez une maison située là-haut. Comment est-ce qu'on va dimensionner la pompe bien pour réchauffer cette maison? Bah ça, c'est des vraies problématiques et c'est ce qu'on va voir maintenant. Supposons plusieurs choses. On suppose que le diamètre du tube entre 1 et 2 est égal à 160 mm. Donc en gros, vous avez un tuyau, hein, donc vous avez 1, vous avez 2, hein, en termes de schéma. Bon, il y a certes une variation spatiale, mais là c'est pour schématiser. Et le diamètre ici, hein, 160 mm. La longueur, petit h, entre 1 et 2, donc la hauteur, hein, c'est 1650 mètres. On nous donne une rugosité du tube. Le tube n'est pas parfait. Epsilon qui est égal à 0,03 mm. Le tube n'est pas parfait. Le fluide géothermal est une eau chaude, salée, de masse volumique ρ égale 1000 kg par mètre cube. On nous donne la viscosité cinématique mu qui est définie comme ρ sur mu. D'accord? Excusez-moi, mu sur ρ, pardon. Donc on connaît la viscosité, hein, mu sur ρ. Ça fait voilà un certain truc. Bon. On nous dit que le débit prévu Q le débit, c'est 250 mètres cubes par heure. Le débit qui doit passer entre 1 et 2. La pression dans la couche en 1 est égale à 170 bars. La couche en 2 est égale à... La pression en 2 est égale à 10 bars. Et on nous donne G d'accélération de la pesanteur, c'est 10 mètres secondes carrés. Voilà. On nous demande tout d'abord de déterminer la vitesse de l'écoulement dans la canalisation.
Eh bien, cette vitesse, on va la trouver à partir du débit. En effet, on nous dit que le débit doit être de 250 mètres cubes par heure. Ça veut donc dire que il faut qu'il y ait un volume dit donc de liquide passant par heure de 250 mètres cubes dans une heure. On peut donc déterminer la vitesse à partir de la relation suivante. Le débit, c'est la vitesse que multiplie la section. La section du tube, c'est quoi? C'est un tuyau de diamètre d. Donc on connaît la section, c'est pi d carré sur 4. Ça, c'est des formules CP... Non, CM2, j'abuse. Du coup, on peut trouver la vitesse V Q sur S qui est égale, donc on fait le calcul, donc on a Q, on a la surface, on a tout, ça fait 3,45 mètres par seconde. Question 2. On nous demande de calculer le nombre de Reynolds de cet écoulement. Le nombre de Reynolds, c'est des questions qui sont dans l'exercice, donc on prend le cours. Je l'ai dit en premier chapitre, c'est ρ L U sur mu. On peut également écrire L U sur nu. Hein, la viscosité cinématique ici. Qu'est-ce que c'est que L? L, on prend la longueur caractéristique d'un tuyau, c'est son diamètre. U, la vitesse caractéristique, c'est quoi? Ça va être la vitesse qu'on vient de calculer juste avant petit v. Nu est donné dans l'énoncé, je ne vous l'ai pas dit, je ne l'avais pas écrit parce que flemme, c'était 4,80 10-7 mètres carrés par seconde. On trouve un nombre de Reynolds qui est égal à peu près 10 puissance 6. On nous demande d'en déduire la nature de l'écoulement. La nature de l'écoulement caractérisée par un Reynolds, c'est ou turbulent ou laminaire. Là, on fait quelques petites recherches internet, on réécoute le cours que j'ai dit. Dans une canalisation, lorsque le Reynolds est supérieur à 10 puissance 5, on est turbulent. Ici, donc, on est supérieur d'un facteur 10, on est donc turbulent. Ok. Et maintenant, on nous dit quelle est la puissance de la pompe à installer, sachant qu'on donne quelques formules pour nous aider. Tout d'abord, on va écrire l'expression permettant de calculer la puissance. On va voir ce dont on a besoin et je vous donnerai les données au fur et à mesure qu'on en aura besoin. L'expression permettant de calculer la puissance de la pompe, c'est le théorème de Bernoulli qu'on applique entre 1 et 2. Ce théorème, on l'a vu tout à l'heure, nous disait que la variation de la pression sur eau plus V carré sur 2 plus GZ est égale à un travail théorique moins des pertes par frottement moins des pertes liées à la singularité, par exemple des choses bizarres qui se passent dans l'écoulement. La variation ici est entre 1 et 2. On peut donc écrire directement que P2 moins P1 sur ρ, ρ ne change pas entre la couche et ce qu'il y a derrière la pompe, plus V2 carré moins V1 carré sur 2, plus GZ2 moins Z1, est égal au travail de la pompe, donc nous on cherche la puissance, mais ça va être lié au travail, moins des pertes par frottement, moins des pertes de singularité. Est-ce qu'on a tout? Oui, on a tout pour ce qui se passe à gauche, on n'a pas tout pour ce qui se passe à droite. Qu'est-ce qu'on a? P2, c'est la pression qui est derrière la pompe, je vous l'ai donné tout à l'heure, cette pression P2 faisait 10 bars. Donc P2 égale 10 bars. Je vais donc entourer en vert tout ce que je connais et en rouge tout ce que je ne connais pas. P2 fait 10 bars. P1. P1, c'est la pression qui est dans la couche, et je vous l'ai donné tout à l'heure, ça faisait 170 bars. C'est quoi? V2, c'est la vitesse en fait qui est tout simplement dans le tuyau. Hein. La vitesse en 2, c'est la vitesse qui est dans le tuyau. Cette vitesse, on la connaît puisque c'est le débit
prévu partout, hein, donc dans tout le domaine, donc y compris en 2, ce débit, c'est simplement, cette vitesse, c'est simplement la vitesse qu'on a calculée au départ, permettant d'assurer le débit. Et donc c'était V2, ça faisait 3,45. J'entoure. V1. V1, c'est la vitesse qui est au niveau de la couche qui est très bas, et comme c'est très bas et qu'on est sur des très grandes nappes, on peut supposer en gros que la vitesse en 1, c'est plutôt tranquille. C'est assez faible, on va la considérer égale à 0. Donc ça c'est une hypothèse. V1 à peu près égal à 0. Et Z2 moins Z1, qu'est-ce que c'est? C'est la différence de hauteur entre la couche et la pompe, c'était donc H, 1650 mètres. Donc ça c'est connu. Et G on connaît, ça fait aussi 10. Le travail c'est ce qu'on cherche. Il nous reste donc maintenant deux choses. Les pertes par frottement et les pertes par singularité. Les pertes par frottement, on peut les trouver avec le diagramme de Moody. On peut les lire, ces trucs-là. Ici, on va nous simplifier la tâche, on va nous donner un facteur petit f, d'accord, permettant de trouver cette force de frottement, ce coefficient de frottement. Il faut comprendre que EF, par définition, c'est 1/2 de V carré fois D, pardon, fois une longueur caractéristique sur un diamètre caractéristique fois F. Ça, c'est une définition. On l'a vu dans le cours numéro 3. La vitesse V caractéristique, c'est V2. Ok. La longueur caractéristique, ça va être simplement la hauteur H de notre tuyau. C'est la longueur du tuyau. Ok. Le diamètre caractéristique, c'est le diamètre du tuyau, ça on connaît. Que vaut F? F, on nous donne ces données comme la fonction suivante, 0,79 epsilon sur D puissance 1/2. Voilà. Super. Donc on peut calculer parce qu'epsilon c'était la rugosité. Donc epsilon, la rugosité est connue. La rugosité est connue. Et donc on peut trouver tout ce qui nous manque. Il nous manque un dernier terme qui est une perte de singularité, ES. ES, elle est donnée dans l'énoncé, tout simplement comme quoi? Comme, c'est une formule, 2,9 divisé par ρ. Voilà. Application numérique. Le travail de la pompe à fournir. Donc, on prend notre équation, maintenant on connaît tout. Le travail de la pompe, c'est 2122 joules par kilo. Et la puissance de la pompe, et je m'arrêterai là pour ce cours aujourd'hui, c'est simplement le travail de la pompe que multiplie le débit massique de la pompe nécessaire, c'est donc ρ Q WTH, application numérique, 147 MW. Donc vous êtes capable de dimensionner une pompe pour justement chauffer un sol. Voilà, c'est une sacrée pompe dont on a besoin, 147 MW, c'est une bonne puissance de la pompe à installer, tout simplement parce que votre puits est quand même à 1,6 km, donc c'est pas rien. Évidemment, on pourrait calculer la contribution de chacun des termes pour voir un petit peu qu'est-ce qui coûte du travail pour la pompe. Évidemment, il est clair bien, que la distance va jouer une valeur extrêmement importante. Voilà les refs pour, pour ces exercices du jour. C'était assez intense. C'était même très intense. Mais voilà, j'espère que vous aurez bien compris les notions qu'on a appliquées et comment on peut les appliquer. C'est assez intense, encore une fois. Je vous invite à reprendre calmement les exercices que je vous ai donnés avec les notes que vous avez pu prendre en début de cours pour justement appliquer ces notes. Et voilà.
Voilà donc pour ce cours. J'espère que voilà, ça vous aura intéressé sur YouTube et puis sur Twitch pour ceux qui ont suivi. N'hésitez pas à reprendre voilà, le cours calmement. On va assez vite en live parce qu'on a qu'une heure et quart, ça va quand même assez vite. Vous l'avez compris. Et puis moi je vous retrouve demain et demain on verra comment calculer des forces au niveau de parois, au niveau de tubes. Là on a calculé des puissances. Maintenant on va venir vraiment s'intéresser à ce qui se passe au niveau justement de nos tuyaux, les forces qui s'exercent sur ces tuyaux pour savoir bah, si on est capable bien, de les faire tenir ou pas. Voilà les amis pour ce live, j'espère que voilà, ça vous aura plu. Moi je vous retrouve d'ici une bonne heure et demie pour du World of Warcraft pour ceux que ça intéresse. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain, près aux mêmes heures, pour justement, de la mécaflux. La bise à tous et je vous dis à demain, bonne soirée, ciao.